Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Est-ce que du coup vous m'entendez bien? Ok, super. Donc, salut Nathalie, salut Agathe, salut Marion. Ok, donc on va attendre quelques petites minutes le temps que tout le monde arrive à se connecter avant le début de la session. Bon, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième session donc, de Stay Home Start Coding. Pour faire un petit topo, le principe d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler un petit peu de conception et d'applications web et mobile. Et du coup, quelles vont être en fait les grandes étapes de la conception et notamment comment on va s'assurer qu'on va créer des produits que nos utilisateurs vont aimer utiliser, vont enfin, voilà, devenir des ambassadeurs, etc. De nos produits. Bonjour à tous. Allez, vu qu'on est pris un petit peu par le temps, on va commencer dès maintenant. Je vais vous partager mon écran. Victoire, si tu as une mauvaise connexion, peut-être essaye de te déconnecter et de revenir sur le webinaire. Ça peut arriver parfois si ça ne fonctionne pas bien. Et sinon, tu auras accès au replay directement après la session. Donc, si jamais ça ne marche pas très bien pour ce midi. Super. Je vais vous partager du coup l'écran. Voilà. Donc, comme je le disais, le principe d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse bosser un petit peu ensemble. Je vais vous poser quelques petites questions tout au long de la session. Donc, n'hésitez pas à répondre directement sur le chat sur comment on va concevoir des produits, et notamment des produits digitaux qui vont avoir une expérience utilisateur assez intéressante et assez cool. Et du coup, nos utilisateurs vont revenir pour utiliser ce produit et devenir des ambassadeurs de ce produit. En fait, tout ça, ça va être possible en utilisant un certain process de conception et notamment en parlant du UX et du design. Donc, avant de commencer, est-ce que déjà ce sont des notions que vous connaissez un petit peu? Est-ce que l'UX, l'UI, ça vous parle? Je sais qu'on a des personnes qui bossent dans le marketing, dans ce type de domaine. Et pas du tout. C'est super. Je vais vous apprendre des choses, je pense, du coup. Ok, super. Bon, en fait, le principe de l'UX design, c'est si on traduit concrètement ce que ça veut dire UX, c'est User Experience. Donc, ça va être de l'expérience utilisateur. Et notamment, ce qu'on va vouloir avec ce process, c'est qu'on va vouloir créer des produits et surtout, en fait, des produits topissimes qui vont permettre à l'utilisateur d'aimer, de les aimer. Notre but avec ce process, ça va être de créer des produits qui vont être faciles d'utilisation, dont nos utilisateurs vont avoir besoin, surtout qui vont permettre à nos utilisateurs de remplir un objectif. Et à la fin, qu'est-ce que ça va donner si on remplit ces trois process, c'est-à-dire de rendre nos utilisateurs heureux et du coup de les rendre ambassadeurs en fait de nos produits. Et notamment, comment ça se crée, comment on arrive à créer ces éléments, en fait, en faisant de la recherche utilisateur, c'est-à-dire en connaissant un peu mieux nos utilisateurs, on arrive à mieux les comprendre. Et après, on va designer en fait l'interface, c'est-à-dire on va conceptualiser notre interface web ou mobile pour mettre en place tous ces éléments. Donc, il y a vraiment deux domaines sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Une heure, c'est assez court. On va avoir pas mal de choses. On ne va pas forcément avoir le temps de pratiquer. C'est pour ça que je vous donnerai un petit cas en fait, concret à faire à la maison, si vous voulez. Et je vous donnerai accès à la présentation et que vous puissiez continuer à bosser chez vous si c'est un domaine qui vous intéresse. Je vois juste qu'on avait une petite question. Mais on va en parler, Gauthier. Quelle est la différence entre UX et UI? On va faire un petit topo dessus. Donc, si je n'ai pas répondu après, tu me fais une petite relance, mais je pense que tu auras ta réponse. Donc, une fois qu'on a, imaginons, on a une idée. On a eu envie de créer une application pour peut-être éviter, par exemple, le gaspillage alimentaire. Et on s'est dit, bon, ok, j'ai une idée, mais maintenant, je vais avoir besoin de vérifier qu'il y a un vrai besoin sur le marché. Je vais peut-être avoir besoin de rencontrer des utilisateurs, de m'assurer que ces utilisateurs pourront utiliser mon produit et du coup qu'il y a un besoin pour commercialiser après dans un deuxième temps ce produit-là. Tout ça, on va bosser sur ce qu'on appelle en fait de la user research, donc de la recherche utilisateur qui va nous faire mieux comprendre les besoins, les objectifs et mieux connaître du coup notre utilisateur. Et on va être intéressé en fait de connaître leurs besoins, leurs objectifs et en fait leur comportement. En fait, ça c'est hyper important parce que sur un produit digital et même sur un produit physique,
on se rend compte que l'expérience de notre utilisateur ne s'arrête pas juste à ce qu'il fait faire sur notre plateforme. C'est-à-dire il va avoir des éléments qui vont lui permettre voilà, de se mettre un petit peu en condition avant l'utilisation de notre application, pendant et surtout après. Par exemple, si on prend Airbnb, tout le monde, je pense, a déjà utilisé Airbnb. Et en fait, Airbnb, c'est sur cette plateforme-là. Désolée, j'ai Siri qui se déclenche. Hop, voilà. Donc, Airbnb, voilà, je pars en week-end. Je pars un week-end à Barcelone, on n'a qu'à dire. Sauf que, en fait, quand je vais vouloir réserver Airbnb, je suis quelqu'un qui va m'y prendre largement à l'avance parce que j'aime pas trop les inconnus. Et j'aime bien la préparer, j'aime bien avoir toute ma petite to-do list. Et du coup, ça me permet d'être sûr que j'oublie rien. Et du coup, sur ça va avoir un impact sur mon utilisation d'Airbnb. C'est-à-dire que je vais me connecter peut-être 3 mois à l'avance sur Airbnb. Je vais commencer à chercher des appartements, je vais peut-être en mettre en favori. Et après, je vais revenir et puis je vais revérifier les commentaires et je vais revenir et je vais revérifier avant de réserver. Donc ça peut être un segment utilisateur qui va utiliser Airbnb de cette manière-là. Et après, on pourrait avoir un autre segment utilisateur qui part un peu sur un coup de tête et qui se dit moi, j'aime partir à l'aventure. J'ai envie, ce week-end, finalement, je peux poser mon lundi, je vais faire un week-end de 3 jours. Go, on va voir ce qu'il y a comme appartement le moins cher autour. Et du coup, là, qu'est-ce que je fais? Je me connecte sur Airbnb, je clique sur je pars ce week-end et je vois les destinations qui tombent et qui sont dispo. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait 2 personas, effectivement, Christine, qui vont un petit peu se pousser en fait et qui vont sortir un peu de terre. Et on va se rendre compte que 2 utilisateurs vont avoir une utilisation différente de notre plateforme, mais en même temps, ils ont le même besoin. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de trouver un logement pour dormir à une certaine destination. Et c'est hyper important comme ça d'arriver à mieux connaître nos utilisateurs, puisqu'en fait, on va toujours avoir un utilisateur cible, c'est l'utilisateur pour lequel on va créer notre produit, et ensuite, on va avoir des utilisateurs un peu moins importants, mais qui sont quand même présents. Et du coup, il faut arriver à créer un produit qui peut correspondre au plus de monde possible, mais en même temps, en étant sûr qu'il soit vraiment focus sur notre utilisateur cible. Ouais, Mohamed, du coup, qui demande pourquoi les supports sont en anglais. En fait, tous nos supports au wagon sont en anglais. En revanche, normalement, je parle français. Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux suivre par rapport à ce que je dis. Et je dis exactement la même chose qu'il y a sur les slides. Donc, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Si jamais il y a des mots qui ne sont pas compréhensibles ou s'il y a des points qui ne sont pas clairs, n'hésite pas à le dire. Et je reviendrai dessus sans aucun souci. Voilà. Pour faire cette recherche utilisateur, on va avoir 2 méthodes. On va se dire, on a une méthode qui est orientée plutôt qualitative. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. Et ensuite, on va avoir des quantitatives. Est-ce que, franchement, si vous voulez, dans le chat, participer un petit peu, essayer de me dire si vous avez des exemples de méthodes, par exemple, qualitatives? Qu'est-ce qui permet, du coup, d'en savoir plus sur nos utilisateurs, de les connaître un peu mieux? Ouais. Donc, des sondages, on va être plutôt en quanti. Effectivement, Caroline, des focus group, des entretiens, ça va être du quali. Très intéressant, les heatmaps aussi. Base de données, rencontre client. Ok, super bonnes idées. Donc, en fait, on a un peu 2 types de choses. Je vais parler de 3 grands domaines et après, on pourra aller un peu plus en détail. Donc, déjà, on peut collecter de la donnée en fait avec des formulaires. Aujourd'hui, on peut faire ça sur des utilisateurs qu'on connaît déjà et on peut aussi arriver à toucher des utilisateurs qu'on ne connaît pas, notamment en postant des questionnaires dans des groupes un peu type Facebook qui sont spécialisés dans les voyages, par exemple pour Airbnb, mais on pourrait poster un formulaire pour avoir un peu les retours utilisateurs, savoir comment ils utilisent la plateforme, quels sont les éléments qui leur manquent, etc. et en connaître un peu plus sur eux. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, si on a un site web ou une appli qui est déjà conçu et qui est déjà en ligne, on peut aussi analyser tout ce qui est données en fait, récoltées par exemple par Google Analytics. Aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir, quand on a un parcours qui est un peu long sur une plateforme, par exemple, quelles vont être les pages qui vont le mieux fonctionner,
quels vont être les moments où on va perdre des utilisateurs, un peu quels sont les points importants dans le parcours utilisateur qui aujourd'hui pêchent un peu pour qu'on puisse améliorer l'expérience. Des points normalement assez communs où on perd beaucoup de gens, ça va être le fait de se connecter ou de se créer un compte. Ce sont des moments qui doivent être hyper fluides en fait, pour l'utilisateur, sinon il ne reviendra jamais. Et aussi les moments où on doit payer, où en gros on doit finaliser une transaction. C'est quelque chose qui est hyper, qui est un peu un point important dans le parcours utilisateur et on se trouve de donner en fait une expérience qui est vraiment optimale pour notre utilisateur. Notamment peut-être en permettant à l'utilisateur de conserver les données de sa carte bleue. Moi, ça lui évite à chaque fois d'aller chercher de reprendre son porte-monnaie, de reprendre sa carte bleue et de taper à chaque fois tous les éléments. De permettre au niveau de la connexion avec des applications qui existent déjà, donc Google, Yahoo, Facebook, etc. Ça vous fait gagner du temps. Et en fait, vous voyez que vous êtes content quand on vous propose ce type de solution, parce que ça vous évite de tout rentrer à la main à chaque fois. Et tout ça, ça a été un petit peu pensé en amont. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle en fait des tests d'utilisation. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est plutôt quand on va lancer une nouvelle fonctionnalité sur un produit ou quand on a un nouveau produit qu'on veut lancer, il y a un peu une bonne pratique qui est de passer par des maquettes graphiques en amont avant de développer le produit derrière et du coup que ça coûte des sous parce que le développement, c'est pas gratuit. C'est de créer en fait un système un peu design comme ça. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui très rapidement. Et notamment, ce que ça nous permet d'envoyer en fait un lien à notre utilisateur en version du coup Play. Ça fait vraiment comme un site web, c'est juste que c'est codé derrière. Et il pourra tester en fait ce site et nous faire ses retours. Ça, c'est hyper précieux aussi. On va voir si le parcours est clair, si on comprend bien comment on doit utiliser l'application, etc. Il y a Christine qui demande si le prototypage cela suffit aux usagers testeurs à imaginer le parcours. Totalement. S'il est vraiment conçu de A à Z et qu'il est assez détaillé, ça ressemble, en fait, votre but après. Alors, pas forcément le prototype, mais après ce qu'on appelle un mock-up. Et on va voir la différence. C'est vraiment, votre application derrière qui est codée, elle doit ressembler vraiment à 100% à ce que vous avez maquetté. C'est vraiment le but. En fait, ça vous permet après, quand vous passez en développement, de ne pas forcément réfléchir sur des éléments graphiques puisqu'ils ont été pensés en amont. Et du coup, on exécute beaucoup plus facilement et on perd moins de temps à la réflexion. La réflexion a été faite en amont. Et on va un petit peu ensemble comment on fait ça. Une fois qu'on a fait toute cette recherche utilisateur, du coup, on connaît bien notre utilisateur, on sait comment il fonctionne, on sait quel va être un petit peu son comportement. Maintenant, on va vouloir passer à un petit peu plus d'action. On va vouloir concrétiser un peu ce qu'on a comme idée sur du papier et du coup commencer à maqueter le produit qu'on imagine. Et du coup, là, on rentre dans la partie UI, c'est-à-dire User Interface. Donc, on va rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Et notre but, ça va être de créer des produits qui fonctionnent, qui ont été réfléchis, et en plus qui ont une identité visuelle, qui ont une bonne interface en fait, utilisateur derrière. Lui, c'est du coup ce qu'on va voir en tant qu'utilisateur et ce qui va nous permettre d'interagir sur l'application directement. On va voir un petit peu la différence entre les deux. En fait, dans le monde de tous les jours, on utilise tous des interfaces utilisateurs. Que ça soit la poignée d'une porte quand on veut rentrer chez nous, le volant d'une voiture, les boutons d'une machine à café, ça peut être aussi la télécommande pour une télévision. En fait, on a tous l'habitude d'utiliser des interfaces utilisateurs. Et on a aussi tous une idée de comment les utiliser. Par exemple, les télécommandes, on sait que le bouton rouge, ça veut dire éteindre, et le bouton vert, ça veut dire allumer. Une poignée de porte, quand on la baisse normalement et qu'on tire, ça veut dire qu'on va l'ouvrir. Enfin, voilà, on a un petit peu tous des automatismes à ce niveau-là. Et en fait, dans le web, on va avoir exactement la même chose. Vous vous en rendez même pas compte, mais en fait, on utilise tous un site internet de la même manière. En site e-commerce, par exemple, on a tous l'habitude que le panier, pour ajouter un élément à notre panier, consulter notre panier, il soit en haut à droite de la page web. S'il ne se trouve pas à cet endroit-là, vous allez voir, vous allez vous poser une question et vous dire « mais je ne comprends pas où il est ». Pareil, pour le logo, qui se trouve souvent en haut à gauche dans la barre de navigation, c'est souvent un lien qui, quand on clique dessus, nous retourne la page d'accueil. Et on va se rendre compte que quand il n'est pas là,
on se dit c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc en fait, on est habitué à utiliser les sites d'une certaine manière. Que ça soit du coup en physique ou en web, en fait, en digital. Est-ce que jusque-là, ça va? Vous voyez bien la différence entre les deux? Super. Hop. Donc, à votre avis, je vais vous poser un petit peu une petite question, un petit peu piège. Quel est le plus important? Est-ce que ça va être l'UX ou est-ce que ça va être l'UI? Les deux. Les deux. Ok, cool. Alors, on a pas mal de deux, on a un peu du UX et un peu moins du. Et Benoît qui dit le développeur, complètement. Effectivement, derrière, il faut que ça marche. En fait, les deux vont être importants, effectivement, mais en fait, ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est que lui fait partie du mix. Donc, en fait, si on regarde, j'aime beaucoup ce visuel, je trouve qu'il est assez intéressant. Et en fait, si votre UX ne fonctionne pas, c'est-à-dire que si toute votre recherche, vos maquettes, etc., ne sont pas bonnes, ok, si vous n'avez pas une bonne stratégie, que votre conception et votre parcours utilisateur n'est pas clair, vous avez beau rajouter des images, de la couleur et en fait du visuel dessus, bah, ça va se casser la figure, quoi. En gros, vous faites Titanic, ça sert à rien. Donc en fait, le plus important, enfin, ce qui va représenter 90% du travail, ça va être l'UX, et lui va vous permettre en fait d'avoir un peu cet effet waouh quand on utilise un site. Je pense qu'on a tous utilisé des sites internet où en termes d'interface utilisateur, c'est pas forcément ouf. Par exemple, Wikipédia, on ne peut pas dire qu'ils aient fait un design de malade, mais par contre, ça fonctionne derrière. Donc, on retourne tous sur Wikipédia quand on a besoin d'une information. Souvent, les sites du gouvernement, je trouve quand même qu'il y a quand même une nette amélioration depuis, mais ils n'ont pas une interface utilisateur qui est... on n'a pas tous cet effet waouh dessus, mais ça fait le taf, quoi. On y retourne d'une part parce qu'on est obligé, et de deux parce que en fait ça fonctionne, quoi. Et donc pour faire un petit parallèle avec ça, je voulais vous faire un parallèle un petit peu avec la vie de tous les jours. Donc en fait ça c'est une image que j'avais pris, que j'ai pris sur internet. En fait c'est un système de panneaux de signalisation en fait pour se garer aux États-Unis. Donc, on voit en fait que on peut se garer 1 heure entre 8h du matin et 6h tous les jours, on a le droit. Et après, il y a plein d'autres d'autres moments où on n'a pas le droit. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve ça pas très, très, très lisible. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter la voiture devant le panneau et sortir de la voiture et arriver à lire en fait pour savoir quand est-ce qu'on peut on peut du coup se garer ou non. Et c'est vrai que c'est pas le top, quoi. Donc, j'avais retrouvé à droite un petit dessin qui avait été refait et que je trouvais assez intéressant. Et là, en fait, en un coup d'œil, on voit en vert, c'est-à-dire que j'ai le droit de me garer. Je vois les périodes sur les moments où c'est gratuit et où j'ai le droit de garer. Je vois les périodes où je suis limitée qu'à un nombre d'heures. Et je vois les périodes où je suis interdit. J'ai vraiment pas le droit de me garer à cet endroit-là. Donc là, c'est un exemple de la vie de tous les jours. Et on voit comme quoi lui, ça fait pas que parce que à gauche, on a aussi du vert, on a aussi du rouge, mais c'est pas pour autant qu'on comprend bien quand est-ce qu'on a le droit ou quand est-ce qu'on n'a pas le droit de se garer. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et après, il y a un autre exemple sur le web. Vu que vous êtes tous avec des sites internet, là, peut-être que si ça vous va, je vous propose qu'on fasse une petite pause là, de 2 minutes et que vous ayez jeter un petit coup d'œil à User in Your Face sur le web. Et que vous testiez un petit peu l'application. Enfin, vous testiez un peu le site et vous me fassiez votre retour par le chat. Ça aurait été plus intéressant de vous entendre parler, mais malheureusement, on ne peut pas sur la plateforme. Mais du coup, pour vous faire participer un petit peu, et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Ça s'appelle User in Your Face. On ne comprend pas où cliquer, c'est l'enfer. Pas mal, effectivement.
C'est horrible. Donc, on voit effectivement, le bouton il est mal positionné. Après, il y a un moment où, en fait, vous ne pouvez pas cliquer. Enfin, voilà, vous ne savez pas où cliquer. Vous ne pouvez pas fermer une pop-up si vous arrivez à passer la première étape. Tout est mal positionné, tout est mal pensé, en petite prise de tête. Il n'y a pas de lien. Effectivement, bon, en vrai, c'est un vrai calvaire d'essayer d'arriver jusqu'au bout de ce site. Honnêtement, j'y suis jamais arrivée. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que c'est pas du tout conforme aux usages qu'on a l'habitude d'avoir sur les sites internet. Et en fait, en termes d'UI, ici, potentiellement, ça pourrait passer. C'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas le vert, le bleu et le blanc. Mais honnêtement, ça passe plutôt bien ensemble. En revanche, on voit que l'UX derrière, elle est complètement pétée et qu'on ne comprend rien, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, ça ne nous indique pas du tout dans la bonne direction pour terminer notre parcours sur cette plateforme. Et on peut pas vraiment on peut vraiment rien faire en fait dessus. Bon, j'aime énormément ce site. En gros, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et à chaque fois que je le montre, ça suscite beaucoup de questionnements. Mais du coup, gardez-le en tête. Alors, c'est exagéré, effectivement, hein, ça va hyper loin. Mais ça vaut le coup de le garder pour voir ce qu'il ne faut pas faire dans la vie de tous les jours, quoi. Et notamment parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue. C'est-à-dire qu'on peut avoir un design assez cool, un design qui n'est pas forcément conforme à tout, mais il y a certaines utilisations, comme je vous disais, le panier en haut à droite, le bouton du logo qui revient à la page d'accueil, où on a nos habitudes, et aujourd'hui, on n'est pas prêt à changer ces habitudes-là pour utiliser un site qu'on ne connaît pas trop, quoi. Donc, on se doit de respecter cette conformité un petit peu qu'on nous a donnée, quoi. Ok, super. Je vous propose maintenant qu'on passe, une fois qu'on a un peu déterminé, voilà, qu'est-ce que c'est l'UX, qu'est-ce que c'est l'UI. Imaginons, on connaît un peu l'utilisateur d'Airbnb, donc on pourrait prendre un exemple, on pourrait dire que c'est Emmanuelle. Emmanuelle, elle a 30 ans, elle bosse à Paris, elle est photographe professionnelle, et en fait, avec son copain, enfin plutôt son mari depuis, je sais pas moi, 2 ans, et ils ont planifié en fait de partir une semaine dans la campagne espagnole. Et du coup, Emmanuelle, si on la connaissant un petit peu mieux, on sait qu'elle aime bien partir à l'aventure, elle n'aime pas du tout aller dans les lieux touristiques, et du coup, son objectif, ça va être de trouver un endroit qui est vraiment un peu oublié dans la nature, un peu voilà, vert, écologique, et tout ça. Donc, c'est ce qu'elle va vouloir chercher sur la plateforme Airbnb. Et là, le rôle qu'on va avoir, c'est de déterminer comment je vais construire cette plateforme pour essayer de remplir en fait les besoins d'Emmanuelle. Donc, on a, je vais juste arrêter le partage d'écran. Ah non, je vais déplacer ça. Hop. Ok. Ah. Ok, normalement, vous devez voir mon film. Nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Figma, Figma, pour du coup prototyper les applications. À quoi ça va servir un prototype? Ça va vous servir de vérifier que ce que vous avez en tête, c'est faisable et ça ressemble à quelque chose après derrière. Et ça va aussi vous permettre de tester avec un utilisateur, et ça va servir aussi un peu de cahier des charges quand vous allez bosser avec des développeurs, ou quand vous allez devenir développeur, de savoir exactement ce que vous allez devoir coder et à quoi ça doit ressembler. Donc en fait, ça peut paraître une perte de temps au début, mais en fait, c'est un temps qui est énorme, gagné énorme après, derrière, une fois qu'on se lance en développement. Aujourd'hui, on bosse un petit peu en méthodologie agile. Pour faire un topo de 5 minutes dessus, c'est-à-dire qu'on travaille de moins en moins avec un système de cahier des charges, où tu as une équipe produit, puis une équipe technique qui va le remplir. Ensuite, on l'envoie pour faire un appel d'offres, par exemple. On reçoit les réponses d'appel d'offres. Enfin bref, ça prend 6 mois avant même d'avoir dit peut-être qu'on peut essayer de faire le produit de cette manière-là. Aujourd'hui, en agence digitale ou dans des startups, on passe beaucoup par le maquettage en fait avant de passer en développement, parce que ça nous permet visuellement, en très peu de temps, de permettre de tester des éléments très rapidement. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous propose qu'on prenne l'exemple d'Airbnb parce que tout le monde le connaît, et après vous pourrez vraiment vous amuser sur n'importe quel site à n'importe quel sujet.
Alors, il y a Xniac qui demande, y a-t-il une grande préférence entre Figma et Adobe XD? Personnellement, j'utilise plus XD, mais j'ai souvent entendu des commentaires positifs sur Figma. C'est exactement la même chose. En fait, nous, on utilise Figma parce que du coup, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser au wagon. Mais je crois qu'il y a exactement les mêmes possibilités. Ce qui est assez cool sur ces outils, c'est que vous pouvez bosser à plusieurs sur le même projet. Donc, il y a de la collaboration en fait, qui est possible. Et c'est gratuit. Donc, c'est pour ça qu'on les utilise. Il y a aussi Sketch qui fait exactement la même chose sur Mac, mais Sketch est payant. Donc, pour commencer, honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Et moi, je sais que je bosse encore vachement sur Figma. Je n'ai pas besoin d'avoir une version payante pour faire ce que je veux. Enfin, ça me suffit largement. Donc, je n'ai pas forcément de préférence. Moi, j'utilise Figma, mais Adobe XD est très, très bien aussi, quoi. Une super question de Grégoire. Existe-t-il des kits UI pour Figma pour accélérer le design d'interface? Tout à fait. Il existe, Google a, je ne sais pas si je l'ai d'ailleurs là, Google a son propre kit, un Google Material Design, je crois. Ouais, je l'ai là, par exemple, où en fait, ils vous fournissent déjà des éléments préconçus. Après, moi, si j'ai un conseil pour commencer, il ne faut pas utiliser ce type en fait, de kit déjà préconçu, notamment parce qu'après, ils sont assez embêtants à modifier quand on ne comprend pas comment fonctionne Figma. Donc, il vaut mieux partir d'un Canva qui est complètement vierge, faire tout par nous-mêmes au début pour bien comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on se sent à l'aise avec l'outil, on passe sur des versions qui sont déjà du coup pré-designées en fait pour nous. Et du coup, il y a Google qui a quelque chose, et il y a aussi, donc pour ceux qui savent un petit peu coder, je ne suis pas sûre qu'on en parle vendredi, mais il y a Bootstrap aussi. J'avais trouvé un UIP de Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est une librairie de front, du visuel en fait, HTML et CSS. Et voilà, ça vous précode en fait des éléments qu'on revoit souvent avec Bootstrap. Ça vous pré-design plutôt. Et pour répondre à la version d'Anne France, oui, j'utilise la version gratuite de Figma, il n'y a absolument pas besoin de la version payante. La seule chose qu'il ne faut pas faire quand vous allez vous créer un compte sur Figma, c'est créer une team. Ça va obligatoirement vous demander. En fait, si vous créez une team et que vous créez un projet à l'intérieur, vous n'avez pas la collaboration à plusieurs dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va créer un draft, donc c'est-à-dire on va créer un brouillon pour le moment. Ça va être notre espace de travail aujourd'hui pour faire le prototype Airbnb. Donc, la première chose à faire, c'est que je renomme mon élément ici. Et après, ici, j'ai accès à tout mon espace de travail Figma. Donc, comment ça marche? C'est que ici, j'ai mes éléments graphiques. Donc, j'ai mes carrés, mes rectangles, mes lignes, mes ronds, etc. Et en fait, on va se rendre compte que quand on veut designer un site, on ne va pas aller plus loin que ces éléments-là. On va réutiliser un petit peu la même chose tout le temps. Si on va sur le site d'Airbnb pour voir à quoi ça ressemble, qu'on décompose un petit peu ensemble les éléments. D'ailleurs, ils ont changé leur site, parce que ça ne ressemblait pas à ça avant. On se rend compte que ici, hop, tout là, je ne sais pas si vous voyez un peu ma souris, c'est un peu petit, mais ici, en fait, qu'est-ce que j'ai un énorme rectangle qu'on va appeler une banner. Et à l'intérieur, je vais avoir du texte et je vais avoir des éléments qui vont se superposer. Si je scrolle un petit peu, ici, c'est ce qu'on appelle des cartes. Donc, c'est un rectangle avec du bord arrondi où à l'intérieur, j'ai une image et après, j'ai du texte et du texte. Et bien, en fait, on se rend compte que c'est toujours le même type de données. Un bouton, c'est un rectangle avec du bord arrondi et du texte par-dessus. Là, c'est pareil, c'est des cartes avec les mêmes principes. Et donc, on va pouvoir très rapidement faire un design en fait, qui correspond à ça en utilisant des outils en fait et j'ai perdu le mot, des éléments graphiques assez simples. Ce que je vous propose là, c'est que vous n'allez pas réussir à faire en même temps en fait que moi. Vous n'allez pas réussir à faire sur Figma en même temps, mais du coup, vous pouvez revoir le replay après pour suivre. Parce que ça va être un petit peu compliqué de faire les deux, je pense. Et moi, j'aimerais bien vous montrer un petit peu quelles sont les fonctionnalités principales de Figma. Pour que vous puissiez être à même de faire par vous-même derrière. Et si vous essayez de faire en même temps, je vais vous perdre et en fait, ça va être un peu compliqué. Il y a Christine qui demandait, le truc un peu perturbant, c'est qu'on ne voit pas les limites du document que l'on crée. Et bien en fait, si, tu as une possibilité de le voir.
c'est en passant par ce qu'on appelle une frame ici. En fait, une frame, ça va te délimiter ton espace de travail et ton espace de design pour chaque écran. Et notamment, ce que tu vas vouloir savoir, c'est savoir si tu pars sur une version mobile, une version ordinateur ou une version tablette. Donc, en cliquant sur Frame, tu vois qu'ici, j'ai plusieurs possibilités qui s'affichent. Donc, je peux avoir les téléphones, je peux avoir les tablettes, je peux avoir les ordinateurs. Et par exemple, si je clique sur ordinateur et MacBook Pro, celui que je vous conseille de prendre si vous faites un design d'ordi, de suite, j'ai mon écran qui s'affiche. Et qu'est-ce que ça me fait? Ça m'a délimité la largeur et la hauteur d'un écran d'ordinateur. Il ne faut jamais toucher en fait à la largeur. En revanche, je peux l'agrandir ici. Et ça, ce que ça va faire, c'est que je vais imiter en fait après le scroll dessus. OK? Alors, tu ne pourras pas gérer du responsive design sur Figma, Gauthier. Ça ne sera pas possible. Par contre, tu peux créer une version du coup ordi et à côté, te créer une version mobile en fait derrière. Du coup, là, je vous conseille de choisir l'iPhone 8 Plus. Un truc qui est assez récent, c'est quand vous savez que vous allez être une application mobile et que vous allez être mobile first, partez sur une version mobile. Et après, ça peut être assez simple de donner des éléments assez rapides en fait, aux développeurs pour expliquer, bah oui, en mobile, ça s'affiche comme ça, mais en fait, en desktop, c'est la même chose. Je veux juste que, bah, au lieu d'avoir 2 carrés là, j'en ai 4, quoi. Et tu pourrais expliquer ça assez facilement aux développeurs. Et pas forcément... Le mieux, effectivement, ça serait de tout redesigner, mais ça prend du temps. Et du coup, c'est un peu plus compliqué, quoi. OK. Et je vous propose qu'on passe sur une version ordi. Et du coup, là, ce que je vais vouloir, je vais vouloir essayer de recréer un peu mon Airbnb de cette manière-là. Donc, il y a un peu une bonne pratique dans le design, c'est qu'on va passer par quelque chose qu'on appelle un UI kit. Et ensuite, je vais avoir une page prototype. Le UI kit, c'est que je vais avoir mes éléments graphiques qui vont revenir plusieurs fois dans mon design derrière. Donc, ça peut être les boutons, les cartes, les avatars, par exemple, sont des éléments voilà, qui vont revenir plusieurs fois. Et dans mon prototype, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir mes différents écrans que je vais relier ensemble et du coup qui vont me permettre de faire comme un véritable parcours utilisateur et donner une action entre chaque écran. Donc au niveau d'Airbnb et dans mon UI-Kit, j'ai du coup, je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, je vais avoir un avatar pour gérer ça. Alors du coup, je ne regarde pas du tout la caméra parce que j'ai un double écran derrière, donc excusez-moi pour ça. Okay. Voilà. Ok, et là, je vais pouvoir, à droite, j'ai toute ma possibilité en fait de modification que j'ai ici. Donc en fait, à droite ici, c'est l'équivalent quand on est sur Word, par exemple, de tout le design que je peux modifier. Donc là, je vais pouvoir modifier la taille, la hauteur et la largeur. Je vais pouvoir modifier la couleur. Donc il y a une bonne pratique qui est de toujours rester en noir et blanc au début pour s'assurer qu'on a le bon parcours et après on intégrera de l'identité visuelle. Donc là, on va rester en gris pour le moment. Je peux rajouter un contour, j'en ai pas besoin. Je peux rajouter un effet donc, qui est en fait une ombre. Et je peux même exporter après mon élément en PNG, en JPEG, en SVG ou en PDF, si jamais il me plaît bien et que après je vais l'intégrer un peu en dur dans mon application. Donc là, j'ai la taille d'un avatar. Ensuite, je vais vouloir créer la carte qu'on avait, par exemple, ici. Donc une image plus du texte. Donc je vais prendre un rectangle. Donc soit je passe par là, ici, et je sélectionne rectangle, soit je tape sur mon clavier, en fait, la lettre R. Donc elle avait à peu près, on va dire, cette taille-là, pour pouvoir en rentrer 3. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir mettre un petit peu de border radius. Donc en fait, ça va être des bords arrondis ici. Et du coup, je vais augmenter. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, là, j'augmente la taille, en fait, de mon ombre, enfin de mes bords arrondis. Comment je vais faire pour imiter le fait que ça soit une image? Donc ici, au lieu de mettre en gris, en fait,
foncé. Et dans solide, je vais dans image et du coup, je vois que c'est-à-dire que je pourrais intégrer une image derrière. Et après, ce que je vais faire, c'est ajouter un rectangle en bas, à peu près à cette taille-là, sur lequel je vais mettre du coup des arrondis en bas à droite et en bas à gauche. Au même coup. Et là, je peux même passer en blanc. Voilà. Et maintenant, je vais vouloir ajouter du texte. Donc, on a le nom de la carte. Donc, on voit que c'est tout petit. Et ensuite, on a une description. Là, je vais vouloir modifier et augmenter un petit peu la taille des éléments. Donc, mettre du régular, on va rester comme ça. On met du 24. Ça commence à être un petit peu mieux en termes de taille en fait, par rapport à ce que j'ai. Je vais vouloir grouper mes éléments. Donc, je les sélectionne ici, on voit qu'ils sont devenus bleus à gauche. Je les groupe. Donc là, ça m'a créé un groupe que je vais appeler carte. Et là, je vais leur mettre une petite ombre, en fait, quand même, pour qu'on les voit un peu mieux. Qu'on voit un peu mieux la définition de ma carte. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre page d'accueil? On va avoir, ici, on va dire que c'est un grand champ de formulaire. On va appeler ça un champ de formulaire. Donc, un champ de formulaire, tout simplement, la différence entre un champ de formulaire et un bouton, on design de cette manière-là. On va mettre un rectangle, à peu près comme ça. Et ici, je vais rajouter un radius. Quand c'est un bouton, il est rempli. Quand c'est un champ de formulaire, j'enlève en fait la couleur à l'intérieur et je vais le mettre en contour. C'est aussi simple que ça en fait en termes de design. Du coup, je peux copier-coller cet élément-là. Je vais faire un poil plus petit pour un bouton. Rajouter du texte. Je vais centrer mes éléments. Ces deux-là, je vais les grouper. Donc, commande G ou CTRL G. Et je vais mettre du coup un fond dans mon bouton pour que ça soit un peu mieux. Peut-être le mettre un poil plus foncé et mettre mon texte en blanc. J'ai mon Siri qui n'arrête pas de se... Hop là, voilà. Bon, en gros, on a fait le maximum, enfin presque tout mes designs. Là, ce que je vais vouloir, maintenant, je vais vouloir leur dire, OK, j'ai mes éléments graphiques. Maintenant, je vais vouloir les réutiliser plusieurs fois sur mon prototype et surtout les lier. C'est-à-dire que si je change d'avis et que mon bouton, il est plus noir, le fond est plus noir, mais le fond est rouge, je vais vouloir que ça se modifie sur tous mes boutons derrière. Et en fait, c'est ça l'avantage du UIKit, c'est qu'on va créer des composants. Tout simplement, en sélectionnant l'élément ici, je vais aller sur les 4 petits le losange en fait ici, et en le sélectionnant, il est passé du coup violet, et donc là, il s'est créé un composant. Alors, pareil sur mon champ de formulaire. Sur ma carte. Et sur mon avatar. Voilà. Et là, tous mes éléments sont passés violet. Maintenant, je vais vouloir créer du coup mon prototype. À quoi ça sert déjà l'avatar? Ça sert en fait, tu sais, quand tu es connecté sur un site, souvent quand tu n'es pas connecté, tu as un petit picto, souvent une icône, et quand tu es connecté, tu as ta tête, en fait, si tu as enregistré ton image, et au moins ça permet de te reconnaître et de voir que c'est bien ton compte qui est connecté. Donc maintenant, je vais faire pareil sur mon prototype. Bonne manière de faire, c'est que je clique sur F, je vais mettre ma frame du coup ordinateur, et je la renomme. Donc là, je vais vouloir designer ma page d'accueil, on page, en anglais, parce qu'on aime bien le franglais dans le code, je pense que vous êtes rendu compte. On parle un petit peu beaucoup en franglais, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais c'est un peu le problème de la startup et du dev.
Ensuite, je vais vouloir dire, maintenant, après, je ferai ma liste de résultats. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rempli mon formulaire, je vais faire ma liste de résultats. Et j'ai mes 2 premières pages comme ça. Et maintenant, je vais vouloir aller récupérer les éléments que j'ai designés en amont, qui sont réutilisables sur plusieurs pages. Et comment je fais ça? C'est en allant dans Assets, en ayant créé des composants, je les retrouve ici, et j'ai juste à les faire glisser, en fait. Hop. Donc, je vais mettre mon avatar ici. Je le remettrai là. À peu près. Et maintenant, je vais vouloir mettre, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a une grande banner. C'est un grand élément, en fait, qui prend presque toute la page avant de scroller. Donc, là, je vais juste vu qu'elle ne revient pas sur toutes les pages, je vais la designer, en fait, de cette manière-là. Je vais faire un rectangle de fond. Sauf que là, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte qu'elle a la même couleur que mon avatar. Et du coup, je ne la vois plus. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je modifie la couleur de mon avatar ici, et je le mets un peu plus clair, par exemple. Mais comme il est en dessous, pour le moment, je ne le vois pas. Donc, j'ai juste à le passer au-dessus. Ça marche comme ce qu'on appelle des layers, donc comme des feuilles, en fait, qu'on va positionner les unes sur les autres. Et là, on voit qu'on voit mon avatar. Ensuite, je vais vouloir mettre mon champ de formulaire, comme des calques, merci, qui était à peu près ici. Et je vais vous zoomer un petit peu plus, en fait, je me rends compte que vous ne voyez pas grand-chose. Et après, je vais vouloir intégrer mes cartes, du coup, en bas. Là, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que ma carte, elle sort, en fait, de mon écran. Tout simplement parce que je ne l'ai pas agrandi en longueur. Donc, en cliquant sur Homepage ici, j'ai la possibilité, du coup, d'agrandir mes éléments. Et du coup, je vais pouvoir repositionner ma carte un peu mieux. Et après, je peux la coller pour qu'elle apparaisse plusieurs fois. OK? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait 3. Après, on avait un autre fond avec des cartes un peu plus grandes. On peut essayer de faire ça. On va essayer d'agrandir encore un peu plus la page. Je n'ai pas du tout regardé les questions. Je ne sais pas si on en a beaucoup. Je vais juste terminer la page d'accueil et après, je reviendrai dessus. Voilà, on va faire un peu plus long. Et là, je vais vouloir faire ça. Mais maintenant, je vais vouloir les passer en dessous. Pareil, je reviens ici. Je la passe au-dessus. Celle de droite, on voyait qu'elle était un peu plus grande. Donc, en fait, ce que je vais vouloir, c'est l'agrandir un petit peu comme ça. Donc, en fait, mes éléments sont quand même modifiables. Ici, je vais faire un peu petit. Voilà. Enfin, après, je fais en gros, je peux modifier énormément de choses. On ne va pas passer trop de temps dessus parce que je voulais vous montrer surtout comment on fait un prototype. Mais c'est le principe. Ah, aligné. OK. Maintenant, du coup, si je me rends sur Airbnb et que je renseigne mes éléments, donc on a dit qu'on allait en Espagne. La version, c'est le pays, c'est pas très pratique. Au Portugal, mais ça marche aussi. J'arrive, du coup, je suis toujours à partir au dernier moment. Donc, je pars le 18 et je reviens le 22, 21. Et on est 2. Hop, je recherche. OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai à droite, j'ai un élément qui va être ma carte, et après, il va y avoir des autres cartes, en fait, que je pourrais designer différemment ici. On va faire ça en version très, très simplifiée. Je vais refaire un rectangle ici qui représentera ma carte. Et après, si je vais dans mon UI kit et je recrée une carte, du coup, plutôt allongée comme ça, avec, je vais lui mettre qu'un bord, je vais enlever le fond. Et ici, je vais avoir du coup une photo. OK. Et après, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai du texte, en fait. Hein. Là, j'ai le nom
de l'appartement. Et après, j'ai de la description. Hop. Ce que je me rends compte, c'est que le nom de l'appartement, je pourrais le mettre déjà un peu plus foncé. C'est quand même plus important que la description. Et ici, j'avais, je crois, une petite icône avec genre 3 étoiles, quoi. Et je vois des étoiles, mais on va faire des... Je vais mettre le prix, en fait. Ok, on va mettre plutôt un beige. Un bleu clair, ça. Là, je vais grouper mes éléments. Je vais l'appeler carte appartement. Et je vais en créer un composant. Donc là, il est repassé violet. Et du coup, maintenant, quand je vais dans mon prototype et quand je vais dans mes assets, j'ai bien ma carte appartement qui est là. Et du coup, je peux la faire glisser hyper rapidement ici. Et après, la copier-coller. Ce qu'on me rend compte, c'est que je l'ai fait un peu grosse quand même. On va faire un peu du site. Mais c'est pas grave pour aujourd'hui, on va dire que je suis. Ok. Allez, je vous propose qu'on passe du coup maintenant à la manière qui va me permettre de créer un vrai prototype et du coup de lier les éléments entre eux. Donc tout simplement, en fait, ce que je vais vouloir, c'est que je pars de la partie design, je vais aller à la partie prototype ici. Et là, vous voyez, on va se mettre comme ça. Sur design, je n'ai pas le petit point bleu qui apparaît ici. Quand je vais sur prototype, j'ai le petit point bleu. Là, je vais vouloir déterminer quand je fais une action, c'est-à-dire quand je vais rentrer ma destination, le nombre de personnes et que je vais cliquer sur le petit bouton, je vais vouloir passer à la page liste de résultats. Et en fait, ça m'a créé un petit bouton play ici. Et quand du coup, je fais play en haut à droite, vous allez voir ce que ça va faire. Hop. Ah, j'ai juste je vais mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça va me faire? J'ai l'impression d'être sur un vrai site en fait. Hein. Donc là, je vois mes éléments. Et là, je peux dire, OK, je clique sur mon remplissage. Et là, j'arrive bien sur ma deuxième page, ici avec toutes mes cartes d'appartement. Et après, on pourrait aller encore plus loin, on pourrait dire, bah, OK, maintenant, je clique sur ma carte d'appartement et j'arrive sur le résultat des détails de ma réservation, etc. Donc voilà à quoi ça peut ressembler derrière. Je vais vous montrer parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, en une demi-heure, de faire un prototype assez sympa. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ah, si, je l'ai là. Voilà en gros à quoi peut ressembler un UI kit. Donc un UI kit en fait d'Airbnb, ça pourrait ressembler à ça. J'ai tous mes titres, j'ai des boutons, j'ai un avatar, j'ai une carte d'appartement. Ensuite, j'aurais fait du coup ce qu'on appelle un wireframe, c'est-à-dire que je reprends mes éléments graphiques en noir et blanc, je crée mes écrans. Après, on passe à un prototype, c'est-à-dire que je crée le lien entre mes écrans, entre mes actions. Donc quand je clique sur le bouton rechercher, ça m'amène bien sur la page de résultats. Après, une fois qu'on a validé ça, on va dire je vais intégrer de la couleur. Donc en fait, en modifiant mon UI kit ici, en mettant par exemple mon bouton en vert ici, si je suis bien passé par le système composant, ça va me permettre d'avoir du coup mon bouton, c'est pas vert, du coup c'était rouge, et ça l'a modifié ici, et ça m'a modifié exactement toutes mes cartes après derrière. J'ai pas fait le changement un par un sur chaque élément, je l'ai fait une seule fois, et je vais répéter après derrière. Est-ce que ce concept-là, c'est clair? Ok, trop cool. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter là et de répondre à des questions maintenant. Et alors après, c'est comme tous les logiciels, hein, David, tu as totalement raison. En fait, il faut pratiquer. Vous allez voir que vous allez prendre des automatismes. Là, je vous ai donné un petit peu des petits tips. En un quart d'heure, c'est hyper rapide sur comment utiliser Figma, mais honnêtement, c'est hyper intuitif et on peut tester énormément de choses en peu de temps.
Vous n'êtes pas obligé de passer par même le système UI tout au début. Vous pouvez dire, bon, bah, je teste, moi j'ai une idée d'application, j'ai une idée de design, ça me permet, au lieu de passer par un papier et un stylo, peut-être de le perdre, bah, je peux le faire sur cet outil-là. Je crée des rectangles, je crée des éléments, je vois un petit peu comment je peux essayer de concevoir ma page, et je vois si ça rend un design qui est assez intéressant et si j'ai envie d'aller plus loin après derrière. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Alors, je vais répondre un petit peu aux questions. Grégoire demande si on design une application mobile, est-il conseillé de faire une version iOS et une version Android ou une seule app suffit? En fait, ce que vous fassiez, comment dire, je pense que en fait, l'affichage, effectivement, va changer puisque tu n'as pas du tout le même affichage. Enfin, tu vois, la librairie Google et la librairie Apple ne sont pas du tout les mêmes, donc le design va être modifié. En revanche, ce qui va être intéressant sur une application mobile, et ça, on va avoir la même version sur iOS ou sur Android, c'est de savoir comment tes éléments, tu vas les construire sur ta page. Donc, est-ce que tu vas afficher, par exemple, qu'une carte ou que deux cartes, tu vois, en largeur parce que tu n'as pas la place. Et du coup, tout ça, tu peux le faire une fois pour les deux. Je ne suis pas sûre que tu es obligé de faire un design à chaque fois. Après, si tu t'es bien créé ta petite librairie, normalement, automatiquement, ton application elle va toujours utiliser la même chose. Donc, tu peux te créer une librairie Apple et une librairie Android et arriver à itérer assez rapidement sur ces éléments, je pense. Y a-t-il des plugins sur Figma? Oui, totalement. Je vais vous les montrer. Et il y en a des hyper intéressants. Sur Figma, donc, vous avez un petit système ici qui s'appelle plugin. Donc, moi, j'ai un plugin Content Tree, je ne sais pas ce que c'est. En fait, moi, j'ai un plugin qui me permet de relier, par exemple, un fichier Excel. Et du coup, quand je détermine un élément, je mets une variable, en fait, par exemple, sur ma carte et ça va aller piocher dans mon fichier Excel tous les noms de mes appartements, par exemple, et ça va aller remplir automatiquement. Donc ça, c'est assez sympa pour faire en sorte que votre prototype, il ait l'air réel. En fait, c'est ça aussi où ça va être intéressant. Ça va vous demander un petit peu de temps d'aller chercher des infos parce que vous allez avoir besoin que votre prototype ait l'air réel et il n'est pas non seulement nom de la carte et description. Vous allez pouvoir faire en sorte que votre utilisateur il utilise un vrai site pour pouvoir bien le tester. C'est un système, je pense, de contenu que vous pouvez chercher, donc des icônes, des avatars, etc., des images. Et sinon, si vous allez dans Plugin et Manage Plugin, vous en avez des centaines et des centaines à faire, à utiliser. Ici. Je ne vois pas où je peux avoir la suite, mais c'est pas vu. Voilà. Ok, bon, là je ne les vois pas. Et effectivement, il y en a plein. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi ils ne s'affichent pas. Mais en gros, vous pouvez en chercher. Vous pouvez chercher par type. Donc, ce qu'il y a beaucoup, c'est des liaisons avec des librairies d'icônes, des liaisons avec des librairies d'images et de livres de droit. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Des liaisons avec des graphiques. Donc, ça vous pré-propose en fait des graphiques à remplir. Donc, ça, c'est assez intéressant et ça rend le design assez cool. Donc, voilà, des petites librairies que les gens utilisent beaucoup. Ensuite, Vanina qui demande, existe-t-il un logiciel qui permet de poser un scénario d'utilisation du site ou de l'app? En fait, dès que tu passes en version prototype, ça fait vraiment, je pense que c'est ça que tu voulais dire, ça va te permettre de faire le parcours utilisateur et du coup, tu vas avoir l'impression d'utiliser un vrai site internet. Donc, c'est ça qui va te permettre voilà, de tester et de voir vraiment concrètement comment l'application fonctionne. Et d'ailleurs, tu ne fais pas qu'un seul lien par page. Là, on aurait pu ajouter en fait le lien du logo, par exemple, on aurait pu mettre le logo ici et faire en sorte qu'en fait, quand je retourne, par exemple, on a qu'à le faire, en fait. Quand là, imaginons, c'est mon logo. En fait, je peux dire qu'à chaque fois que je clique sur mon logo, je reviens en arrière. Et du coup, on va jouer comme ça, en fait, sur les éléments, en disant, là, ça se met à jour aussi automatiquement, donc là, en tout cas, c'est cool.
hop, je clique sur mon logo, je reviens sur ma page d'accueil. Et là, je clique sur ma page de recherche, je fais ma recherche, je reviens sur ma page de résultats. Et vous allez pouvoir lier les pages entre elles et vraiment imiter toute utilisation du site internet comme ça. Magali qui demande, il est préférable de renommer tous les layers et tous les calques. En fait, ça vous permet qu'une fois que vous allez avoir un design qui est assez conséquent, de ne pas vous perdre entre tous les éléments. Donc, vraiment, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de nommer les écrans. Donc, comme on a fait, on a nommé page d'accueil et après, on a nommé liste de résultats. De vraiment nommer vos écrans et après, de nommer vos composants pour que vous sachiez exactement à quel composant vous faites référence sur votre design. C'est vraiment les bonnes pratiques, quoi. Grégoire qui demande, dans les champs de recherche, Airbnb intègre un autofill, est-ce possible sur Figma? En fait, tu peux imiter l'autofill. C'est-à-dire que tu pourrais dire que quand je clique ici, en fait, tu pourrais designer un système où quand je clique ici, tu as une seconde page entre les deux que tu as designé, donc en fait que tu as copié-collé, hein, c'est pas tout un... Voilà. Copier-coller ici. Tu vas juste supprimer le lien qui est là. Et là, ce que tu pourrais faire, c'est faire un système en fait de rectangle en plus que tu mets en blanc. On voit. Que tu feras exactement le même design. Hein. Et en fait, ici, tu as du texte. Donc, tu as pré-rempli la destination. Donc, nous, on est parti à Lisbonne. Lisbonne. Et ici, tu avais toutes les possibilités, en fait. Enfin, on aurait pu même... Tu peux imiter ça comme ça. Imaginons qu'il a écrit Lisbonne. Et là, tu as Lisbonne, Portugal, qui s'est affiché. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Du coup, Gauthier, je crois que c'était. Grégoire, pardon. Mais voilà, tu peux imiter vraiment le fait de dire que là, il y aura un autofill. Caroline demande si on peut voir la partie code dans le menu à droite. Oui, tu peux. Donc, en fait, ce que ça va vous permettre, d'extraire des éléments graphiques. Je ne vous conseille pas de la copier-coller. C'est-à-dire que vendredi, on verra donc HTML, CSS. Donc là, on voit l'élément de la carte, ça va vous donner sa taille, sa largeur, etc. Mais honnêtement, en fait, c'est pas très bon de copier-coller comme ça parce que c'est pas optimal en fait pour coder derrière. Donc ça peut vous donner des idées, mais c'est vraiment pas. Je vous conseille vraiment pas de copier-coller, ça marchera pas. Peux-tu remontrer comment créer un lien entre deux pages? Oui, je peux. Donc, je vais faire ça. En fait, je vais créer ce lien-là. Donc là, ce que je veux, c'est que quand je clique ici sur mon champ de formulaire, en fait, ça me fasse aller à la page 2. Et en fait, comment j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai sélectionné mon élément. Donc là, j'ai sélectionné un élément. On voit qu'il est en bleu. Et quand je suis passée en version... Donc là, je suis en version design. Là, je suis en version prototype. Donc là, j'ai déjà très bien multiplié. En fait, j'ai un petit rond bleu et j'ai avec un petit plus. Et tout simplement, je clique dessus et je le fais glisser à la page qui m'intéresse. Et là, qu'est-ce que ça va dire? Ça va dire que quand je vais être en version play et que je vais cliquer sur mon champ de formulaire, j'arrive sur cette page-là. Quand je clique sur cette page-là, je vois que j'ai un lien du coup qui m'amène à la liste de résultats. Combien de temps en moyenne pour créer un site comme Airbnb? C'est hyper difficile de donner en fait de donner un temps parce que ça va dépendre aussi des échanges que vous avez avec l'équipe produit, etc. Mais si vous voulez juste vous amuser, honnêtement, en une journée, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses si vous avez un peu une idée de ce que vous voulez designer. Donc, en gros, moi, quand je bosse sur un projet, je bosse pas H24 dessus. J'aime bien prendre le temps de me replonger dessus et de revenir. Et en fait, je vais en avoir au minimum pour 3 jours, quoi. Et on peut faire déjà des choses assez cool en peu de temps. Enfin, là, du coup, je l'ai fait en 20 minutes à peu près. Donc, on voit que si on peut multiplier,
ça peut être assez cool. Je vois qu'il est 13h30. Oui, Mohamed, ça dépend ce que tu entends par référence documentaire. Mais on peut, moi, je vais vous donner du contenu. Du coup, je vais vous passer les slides d'aujourd'hui. Je vous propose du coup que chacun puisse créer un petit prototype si ça vous va. Si vous avez envie de vous prendre au jeu et de faire quelque chose. Et après, le propose sur le Slack. Donc, prend des captures d'écran, en gros, ou nous donne son lien en faisant share ici. Et ici, vous faire can view. Au moins, personne ne peut éditer. Hein. Mais anyone with a link can view. Et vous copiez le link et vous l'envoyez sur Slack. Au moins, ça nous permet d'aller voir un petit peu ce que chacun fait. Je trouve ça assez intéressant. Donc, j'essaierai de proposer un truc aussi si j'ai le temps de le faire d'ici à ce soir. Ok, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est pas forcément du code pur et dur, mais du coup, c'est l'étape un peu en amont qui nous permet de réfléchir à la conception de notre site avant de partir en développement. Donc, c'est vraiment l'objectif de ça, c'est qu'après, on puisse donner aux développeurs les maquettes et on puisse dire, bon, ben voilà à quoi ça ressemble, je veux qu'on fasse ça. Ce que je ferai, c'est que pour vendredi, le principe de vendredi, c'est qu'on puisse arriver à coder ensemble une page profil. Et ben, d'ailleurs, ce qu'on fera sûrement, c'est que j'essaierai de designer rapidement en fait la maquette de ce à quoi je veux que ça ressemble. Et après, on essaiera de le faire ensemble en fait et de le coder en HTML, CSS derrière, si ça vous va. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. J'essaie de voir si j'en ai loupé une. Non, on est bien. Ok, passez une bonne après-midi. Je vous envoie du coup tout à l'heure, d'ici à 15h, les slides. Et on n'a qu'à tous se dire, j'espère, à vos maquettes, à vos Figma et envoyez-nous tout ça sur Slack. On se fera un plaisir d'aller regarder un petit peu les trucs. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Au revoir.